Bon, bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour ces rendez-vous. L'ethnologie va vous surprendre. Je remercie beaucoup le musée du Quai Branly Jacques Chirac de m'avoir invité à venir vous parler. C'est pour moi un honneur, un privilège et un bonheur. C'est un musée que j'aime infiniment et je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous faire part de mes convictions. Vous le savez peut-être, je travaille depuis très longtemps sur les questions alimentaires, sur les questions de développement durable. Et si j'ai choisi de vous faire cette intervention, Sommes-nous tous de nouveaux Mayas, c'était pour vous parler à la fois rapidement, bien sûr, des Mayas, mais aussi de toutes les interrogations que nous avons aujourd'hui quant au devenir de l'humanité et aux réponses qui peut-être nous permettraient d'envisager l'avenir avec sérénité. Alors j'ai évidemment pas choisi en un quart d'heure de vous parler de tout, mais je vais vous parler notamment des questions alimentaires. Et à travers les questions alimentaires, je vais vous parler excusez-moi, d'une céréale qui est déifiée par les Mayas, qui est le maïs. Alors, pourquoi vous parlez des Mayas? Eh bien parce que, vous le savez, c'est une civilisation très ancienne qui s'est illustrée par à la fois son calendrier astronomique, son système arithmétique en base 20, son architecture, ses glyphes, enfin l'ensemble de savoirs qui sont extrêmement élaborés. Le musée du Quai Branly lui a consacré une exposition il y a quelques années, Révélation d'un temps sans fin. Et vous le savez peut-être, la technologie LIDAR récemment a permis de réaliser qu'au Guatemala notamment, mais aussi dans tout l'espace maya que vous voyez ici, eh bien, il y avait une infinité de cités, de monuments, de travaux qui montraient que c'était une civilisation qui, bien qu'elle se soit éteinte, en tout cas dans la partie historique au XIIIe siècle, a existé pendant plusieurs millénaires. Alors, je dis un monde bien vivant, pourquoi? Parce qu'évidemment, la civilisation maya existe toujours. Les Mayas continuent de parler la langue maya, ils ont des journaux, ils ont une culture qui est extrêmement forte. Vous le voyez dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, mais aussi au Guatemala. Le Guatemala est par essence un pays maya, et puis aussi au Honduras et au Salvador. Donc cette civilisation, elle se caractérisait par des systèmes agricoles extrêmement élaborés, et notamment ce qu'on appelait les trois sœurs, c'est-à-dire la culture du maïs, et maya ça veut dire les gens du maïs, mais aussi le haricot et la courge, le haricot qui s'enroulait autour du maïs et la courge qui permettait de couvrir le sol et qui s'y faisait une alimentation assez équilibrée. Donc le maïs est resté la plante phare de la civilisation maya. Vous en avez évidemment sous toutes les formes alimentaires, que ce soit les tamalés, les atolls, les tortillas, enfin l'ensemble, avec aussi des boissons extrêmement riches comme la chicha morada avec le maïs violet. Enfin, on a énormément de déclinaisons du maïs et le dieu du maïs chez les Mayas, alors là je parle des Mayas anciens bien sûr, c'était un dieu qui était, donc Yumcax, qui était tellement honoré, puisque c'était finalement le dieu qui conditionnait la capacité des Mayas à se nourrir, à former des villes, à stocker, à faire aussi la guerre contre d'autres peuples, et pour ça il fallait avoir des stocks, des surplus, qu'il pratiquait ce qu'on appelle, vous préférez que je change de micro? Oui? Non? D'accord. Il pratiquait, vous voulez que je l'écarte un peu? Voilà. D'accord. D'accord, merci. Il pratiquait ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Donc la plagiocéphalie, c'est la déformation céphalique des crânes des enfants mayas. Alors c'était les jeunes aristocrates, on leur enserrait la tête. Alors certains ont peut-être vu l'exposition Les masques mayas à la Pinacothèque. On leur enserrait la tête entre des planches de bois, ce qui permettait de reproduire, là vous voyez une statue à Palenque, la forme d'un épi de maïs. Donc il y avait une véritable mystique du maïs, dieu de la fertilité, dieu à qui il fallait faire des sacrifices humains. Les Mayas pratiquaient à la fois des auto-sacrifices, s'incisaient le nez, le pénis et d'autres parties du corps pour verser le sang de la fertilité dans le sol. Mais il y avait aussi une vision du monde qui était une vision de tous les inframondes que les Mayas devaient franchir pour que le maïs puisse sortir du sol et nourrir la population.
Alors, pourquoi vous parlez du maïs? Eh bien, vous le voyez, ça c'est l'exposition de Milan. Il y a eu une exposition sur l'alimentation à Milan. Vous le voyez, c'est la principale culture du monde. Elle est classée comme céréale secondaire par la FAO. Et c'est vrai qu'en 1960, elle ne représentait que 10% des céréales mondiales. En réalité, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une céréale secondaire. Vous voyez, plus d'1 milliard de tonnes, ça date de 2015, plus d'1 milliard de tonnes de maïs qui est produit dans le monde. Et c'est, vous voyez, presque 2 fois plus que le blé et le riz réunis. Ce maïs, il a sauvé les pèlerins du Mayflower quand ils sont arrivés de Plymouth en 1621. Il a fallu que les Indiens Massasoïtes leur donnent le maïs pour qu'ils ne meurent pas de faim. Quand il est arrivé en Europe, apporté par Christophe Colomb, Parmentier, dont on pense toujours quand on parle de la pomme de terre, a écrit un mémoire à l'Académie de Bordeaux en 1785 en disant que c'était la plante qui permettait de nourrir l'ancien monde, venant du Nouveau Monde, qui permettait de nourrir l'ancien monde sans causer de guerre, donc la vertu nourricière du maïs. Il est devenu bien sûr le socle de la révolution culturelle aux États-Unis, et notamment, vous le savez, la Corn Belt du Middle West, avec l'arrivée des hybrides. Vous avez eu Henry Wallace, qui a été le père, un des grands travailleurs des hybrides. Il existe encore sous la firme Pioneer, enfin, lui n'existe plus, bien sûr, mais la ferme Pioneer existe toujours et il continue de travailler sur ces hybrides. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, vous le savez que le plan Marshall a introduit en France des machines, des semences et un certain nombre de crédits visant à moderniser l'agriculture française. Et nous sommes d'ailleurs, nous les Français, toujours les premiers exportateurs de semences de maïs au monde. Alors évidemment, ce genre de choses aujourd'hui aurait beaucoup de mal à exister, puisque quand les hybrides sont arrivés en France dans les années 50, ils ont suscité les mêmes préventions que les OGM aujourd'hui dans notre pays, mais sauf qu'à l'époque, il y avait une espèce d'attente parce que la France avait faim et il fallait trouver des réponses pour à la fois relever le niveau de vie des paysans, mais aussi nourrir cette France qui avait souffert de la faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le maïs connaît un regain parce qu'il est une plante sans gluten, donc cette intolérance que beaucoup de gens ressentent fait qu'il y a une appétence pour le maïs. Et puis, dans les nouvelles tendances de la végétalisation de l'alimentation, il s'illustre dans ce qu'on appelle les gras sains, c'est-à-dire une alimentation végétale mais considérée comme nourricière. Donc, nous avons aujourd'hui une caractéristique qui est assez marquante, c'est que comme cette plante qui est d'origine tropicale, elle a aujourd'hui, par le biais du travail sur la semence, la capacité de pousser dans des milieux extrêmement différents. Vous voyez que la carte du maïs, c'est la carte de l'ensemble pratiquement des pays du monde, sauf évidemment quand il fait très très froid ou les déserts. Et moi, avec les étudiants de mon master, je dirige un master à Sorbonne Université. J'envoie, en partenariat avec l'AGPM, l'Association générale des producteurs de maïs, nous envoyons des étudiants au Malawi, au Kenya, dans un grand nombre de pays, en Amérique du Sud, etc., parce que c'est la céréale antifamine des pauvres. Et ayant travaillé 17 ans dans l'humanitaire, d'abord à Médecins sans frontières, puis à Action contre la faim, je suis très sensible à cette diffusion considérable du maïs, première céréale en Amérique, première céréale désormais en Afrique, et de plus en plus, première céréale aussi en Chine, où elle occupe une place considérable. Vous voyez donc la courbe. Et alors avec quelque chose de surprenant, c'est que nous avons, en France, une mauvaise image du maïs parce que nous considérons que c'est une céréale étrangère. Nous sommes la civilisation du blé. Et depuis que le maïs est arrivé en Europe, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, il a toujours été perçu comme l'alien corn, la céréale, on l'appelait le blé de Turquie, le blé... Voilà, c'était toujours quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et nous avons continué à avoir cette forme d'hostilité à l'égard du maïs. Pourtant, vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise par un de mes étudiants au Pérou, vous voyez une véritable mer de maïs, la monnaie du Malawi, vous voyez l'épi de maïs, une statue qui est vraiment la gloire au maïs à Cotonou au Bénin, où le maïs est la première céréale, la nouvelle Corn Belt du maïs en Chine, avec une alimentation qui permet aux paysans à la fois de nourrir les animaux, mais aussi de nourrir les bêtes, et qui est considérée vraiment comme un aliment providentiel.
et qui est devenu stratégique. Pourquoi? Parce que il accompagne en même temps l'élévation du niveau de vie des classes moyennes. Vous savez que le gros problème de la pauvreté, c'est que l'alimentation est carencée et que quand le niveau de vie s'élève, eh bien, les populations veulent ajouter du gras et puis des protéines animales. Et le maïs nourrit les bêtes qui nourrissent les hommes. Donc, il est aujourd'hui... la Chine est aujourd'hui le deuxième producteur mondial avec 1/5 de la production derrière les États-Unis. Et là, 1/5 des terres arables chinoises sont occupées, vous voyez cette corn belt, par des terres à maïs. Alors, du coup, vous le savez, les Mayas, ils avaient un calendrier qui était un cycle, des cycles de vie, qui nous disaient qu'il y allait y avoir une fin du monde en 2012. Vous en avez entendu parler, il y a eu des films, il y a eu énormément de choses. Et on a cru qu'ils annonçaient la fin du monde. Non, ils annonçaient la fin de leur monde. Et ce calendrier Maya nous interpelle parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, bien sûr, à de grandes inquiétudes sur l'avenir de la planète, à la recherche de solutions pour essayer d'accompagner le changement climatique, pour essayer de trouver des réponses à l'ensemble des manifestations extrêmes qui nous sont annoncées, notamment par le GIEC. Et ce qui est intéressant, c'est de dresser un parallèle entre cette peur des Mayas et notre peur, puisque le 5e rapport du GIEC nous dit que le changement climatique menace la sécurité alimentaire mondiale. Donc celui-là, il date de 2014, mais vous savez qu'il va y en avoir un nouveau cette année. Et à Paris, en 2015, il y a eu un accord général visant à la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui était conclu par la COP 21. La nécessité de trouver des réponses, eh bien, on le voit bien, par exemple, à travers la baisse des rendements céréaliers qui sont prévus en 2050, si aucune mesure d'adaptation n'est prise. Vous le voyez, le blé et le riz vont considérablement souffrir, le maïs aussi, mais un peu moins, ce qui pose la question de quelle réponse il va falloir trouver face à ce défi du changement climatique. Alors, il faut relever le défi agricole en réparant la planète. Vous avez là une courbe qui vous montre qu'en 1960, on était 3,3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Un tiers de la population mondiale souffrait de la faim et on ne produisait qu'1 milliard de tonnes de céréales. En 2015, nous étions à peu près 7,2 milliards de personnes sur la Terre et nous produisions 2,4 milliards de tonnes de céréales. Ce que nous dit la FAO, c'est qu'en 2050, on sera probablement 10 milliards et que pour faire face aux besoins de l'élévation du niveau de vie, du fait que les gens vont vivre de plus en plus en ville, du fait qu'il va y avoir une demande alimentaire croissante, eh bien, il va falloir produire donc 3,4 milliards de tonnes de céréales, alors que les terres arables se réduisent, on en perd 13 millions d'hectares dans le monde chaque année, alors que la température s'élève. Et la FAO nous dit, eh bien, il va falloir travailler sur les semences, sur l'irrigation. L'irrigation, c'est 18% des terres cultivées, mais c'est 40% de la production. Et sur une nouvelle conduite des cultures, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est produire différemment. On veut produire en pesant moins sur les écosystèmes, en menant, dans tous les domaines, une agriculture dite de précision. Donc, un grand nombre de pays au monde s'interrogent sur cette question. Et quand on regarde, quand on se penche notamment sur ce qui se passe en Afrique, on se rend compte que les systèmes agricoles sont encore extrêmement traditionnels. Vous voyez là cette femme qui est en train de trier son maïs blanc. Vous voyez les pertes considérables des récoltes eh bien, avec les systèmes de stockage traditionnels. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le maïs n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses. Une des réponses, pourquoi? Eh bien parce que c'est la plante qui a les rendements les plus élevés. Or, vous savez que quand on peut avoir des rendements élevés, on économise les terres, on évite de déforester. Le maïs, aujourd'hui, c'est 12 tonnes de céréales à l'hectare en France, 20 tonnes quand c'est irrigué. On est à peu près à 2 tonnes dans les pays africains traditionnels. Donc, vous voyez la marge de progression. C'est aussi, alors vous voyez, on travaille par exemple sur les semences, là vous voyez ça au Kenya. C'est aussi, bien sûr, pouvoir répondre à l'alimentation des animaux, pas seulement l'alimentation herbagère. On sait bien que l'élevage valorise des terres difficiles, des pentes, des steppes, etc., mais qu'il faut aussi faire face à des systèmes
plus intensif pour répondre aux besoins des classes urbaines. Et souvent l'alimentation au maïs, et c'est un gage de qualité, la seule volaille en France qui soit AOP, c'est la fameuse volaille de Bresse. On dit patte bleue, corps blanc, crête rouge. Le critère de qualité de la volaille de Bresse, c'est qu'elle ait une alimentation à base de maïs. On dit toujours que les habitants de la Bresse étaient des ventres jaunes. Ventres jaunes, pourquoi? Parce qu'on disait qu'ils se nourrissaient de maïs. En fait, la vraie raison, c'est qu'ils avaient l'estomac rempli de pièces d'or. Les pièces d'or qui étaient liées à leur enrichissement grâce à la vente de leur fameuse volaille. Les champs de maïs, c'est mal connu, mais sont de très grandes réserves de biodiversité. Vous avez énormément d'animaux, souhaités ou pas souhaités. Là, vous avez des batraciens souhaités, des grues cendrées après la récolte souhaitées, les rongeurs, les sangliers moins. Et vous le savez, ils font d'énormes dégâts dans nos cultures. La France a lancé en 2018 une stratégie qu'on appelle la stratégie nationale des produits biosourcés. On n'en peut plus des plastiques, on n'en peut plus de la pollution liée aux hydrocarbures. Eh bien, dans le végétal, on trouve un certain nombre de réponses pour faire de la chimie verte, c'est pour ça que j'ai mis ça fiber, pour avoir un F, bien sûr, vous l'avez compris, mais c'est vrai aussi pour la pomme de terre, pour le lin, enfin, on a un certain nombre de produits biosourcés qui nous permettent de limiter notre dépendance envers le pétrole. Et puis, eh bien évidemment, toute la question des biocarburants, ils ont été extrêmement souhaités dans les années 90, extrêmement critiqués ensuite en disant qu'ils avaient un bilan écologique qui n'était pas si bon que ça, et eh bien, on revient sur la question, on se dit finalement les biocarburants de la seconde ou de la troisième génération qui n'entrent pas directement en concurrence avec les plantes alimentaires pourraient permettre de réduire notre dépendance envers les carburants fossiles. Et puis, il y a autre chose qui est moins connue, c'est que cette plante est une plante qui demande assez peu de traitement. Vous voyez là l'indice de fréquence de traitement des différentes céréales, et on voit que le maïs est une des plantes les moins exigeantes. Pourquoi? Parce qu'elle couvre très vite le sol, elle occupe son espace, mais elle a un autre intérêt, c'est que c'est une plante dite en C4, comme la canne à sucre, ce qui veut dire qu'elle capte énormément de carbone à l'hectare. Elle a une capacité de jouer sur les gaz à effet de serre qui fait que la FAO dit que si l'on pouvait accroître la capacité de rétention des sols en carbone de 4 pour 1000, on pourrait lutter contre, vous savez, le problème des 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère qu'on ne doit pas atteindre. Donc ça donne des pistes intéressantes, pas seulement avec le maïs, avec d'autres plantes, mais bon, évidemment, j'ai un quart d'heure, je ne peux pas vous parler de toutes les solutions, il fallait que j'en choisisse une à laquelle je suis particulièrement attachée. Donc finalement, entretenir les paysages, verdir la chimie, fournir de l'énergie, capter l'oxyde de carbone, mais surtout, bien sûr, répondre aux défis alimentaires. Et là, je sens chez vous poindre une certaine critique, qui est de se dire, oui, mais le maïs consomme trop d'eau. Et du coup, on n'en veut pas. Et alors, finalement, eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce maïs, alors c'est vrai que c'est agaçant, parce que quand on part l'été, on voit tourner les asperceurs. Et on se dit quand même, gaspille l'eau, etc. En fait, ce qui est intéressant avec cette céréale, c'est qu'elle est capable, par rapport à, vous voyez, la quantité moyenne de litres d'eau pour fabriquer 1 kilo de grains, elle est capable d'utiliser au maximum la photosynthèse. C'est une usine à fabriquer de la matière végétale avec le soleil et bien sûr l'eau. Et c'est pour ça que souvent on irrigue en plein été, enfin en plein midi, plutôt que la nuit, parce que c'est là que la photosynthèse exerce son action maximale. Et vous voyez sur ce document que finalement, le maïs n'est pas si gourmand en eau rapporté à ce qu'il nous donne dans le champ. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire du maïs partout, sur des terres difficiles, mais en même temps, c'est une plante qui n'est pas très exigeante. C'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, la mettre sur des terres sableuses, sur des fonds de vallons, sur des interfluves, etc. Et pour un certain nombre de paysans, et pas seulement des grosses entreprises, mais des petits paysans, hein, j'insiste bien, elle a eu la caractéristique de permettre de créer des ressources par l'ensemble des débouchés que l'on pouvait avoir avec un grain de maïs. On dit que avec un grain de maïs, on a plus de 1500 utilisations et qu'elle est pratiquement substituable au pétrole, en ce sens que vous allez faire des gélifiants, des cosmétiques, des peintures, de l'alimentation bien sûr, tout un ensemble de produits liés à sa capacité, à son amidon et à sa capacité d'être utilisé dans un grand nombre de domaines. Donc,
vous voyez que sur cette question de l'irrigation, et je voudrais passer encore quelques instants, c'est quand même dommage parce que ce que nous dit le GIEC, c'est que les événements climatiques vont être de plus en plus importants et que ça nous demande d'anticiper, de préparer nos territoires, d'adapter nos territoires à cette incertitude qui nous attend. Or, le seul moyen de le faire intelligemment, c'est de retenir l'eau quand elle part, quand elle abonde, quand elle se perd dans la mer, pour pouvoir en disposer en été. Mais les mentalités ont changé. Quand on était dans les années 60, je ne sais pas si certains d'entre vous sont originaires de Champagne, mais quand on a fait le lac de Der, qui est la mer champenoise, qui est absolument gigantesque, eh bien, les gens ont moins protesté. Puis aujourd'hui, c'est un grand atout pour la Champagne parce que c'est une réserve d'oiseaux, de batraciens, de biodiversité considérable et puis bien sûr d'activités sportives. Idem pour Serponçon. Serponçon était dramatique. La Durance, c'était le fleuve qui créait la peur, une peur terrible. On a fait Serponçon dans les années 70 et on l'a accepté. On a fait le lac du Salagou. Aujourd'hui, nous avons une vision des paysages qui fait que nous voudrions que les paysages restent tels qu'ils sont, en oubliant que nos paysages sont des héritages et que ces paysages ont été construits par l'être humain, que ce que nous prenons pour des évidences sont en réalité des paysages qui ont été fabriqués. Je pense au Marais Poitevin, à la Camargue, aux Landes, à tout ce tissu de notre agriculture française ou de notre agriculture dans un grand nombre de pays du monde. On dit en Afrique que les savanes sont en réalité des savanes parcs parce que les hommes ont sélectionné les arbres utiles, etc. Donc, il faut bien comprendre que les écosystèmes ne cessent d'évoluer et que le monde de demain sera forcément très différent du monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un optimum. Aujourd'hui, c'est très dur d'ailleurs de savoir quel est l'optimum. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la capacité, l'ingéniosité des êtres humains pour répondre aux défis de la sécheresse, de la pente, du nombre, du froid. Enfin, c'est-à-dire de savoir faire face aux contraintes pour créer de la ressource là où elle n'est pas forcément. On dit ressources are not, les ressources ne sont pas, elles deviennent. Une ressource est toujours virtuelle tant qu'on ne mobilise pas les techniques dans toute leur grande diversité, techniques traditionnelles, techniques modernes, agriculture biologique, agroécologie, permaculture, agriculture conventionnelle mais qui ne cesse aujourd'hui de s'interroger. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de réponses complémentaires aujourd'hui pour faire face à ce défi du changement climatique. Donc vous l'avez compris, j'ai voulu parler du maïs parce qu'il était mal aimé. Ça m'a amené à écrire une géographie amoureuse du maïs que j'espère que le Quai Branly pourra mettre dans sa bibliothèque et puis à publier une lettre qui s'appelle Les Nouveaux Mayas, la lettre des amoureux du maïs avec un certain nombre à chaque fois d'informations. Vous voyez, ça c'est la lettre numéro 1, mais vous pouvez vous la procurer. J'en ai quelques exemplaires. Elle est diffusée sur Internet tous les mois gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je réfléchis à comment faire en sorte pour trouver, grâce à cette céréale, grâce à d'autres solutions, des réponses à nos défis. Et maintenant, c'est la place à vos questions, mais je vous mets quand même un monsieur qui a pris sa retraite avant-hier, Pierre Blanc. Ce sont ses enfants qui lui ont offert cette plaque que vous voyez sur sa porte, agriculteur et fier de l'être, vous avez même son téléphone. C'est ce qu'on appelle un agriculteur semencier, un agriculteur multiplicateur. Ce sont, j'ai fini, ce sont des, comment dire, la semence, c'est très compliqué. La semence, c'est un concentré d'intelligence et de technologie. Pierre en avait tellement assez qu'on critique son travail qu'il s'est fait tatouer un maïs sur le bras. Alors, j'en suis pas encore là, mais pas loin. Et je voulais vous dire aussi qu'il faut rendre leur fierté à ceux qui nous nourrissent, parce que souvent, ils ont l'impression d'être mal compris, mal aimés. On ne sait pas tout ce qu'ils mettent en œuvre pour répondre à nos attentes contradictoires, parce que nous voudrions à la fois une alimentation sûre, saine, suffisante, variée et pas chère. Et c'est ce qu'essaient de faire nos agriculteurs. Voilà, donc ayons un autre regard sur notre agriculture ou sur les agriculteurs du monde qui pilotent nos paysages, qui répondent au changement climatique, qu'on a vu hier longtemps comme des bouseux, mais qui sont en réalité des managers de la photosynthèse. Et je terminerai par cette vision un peu drôle, parce qu'en plus c'est bon, le maïs. Voilà. Je vous remercie et je vous écoute. J'ai parlé trop longtemps, mais vous m'avez pas fait signe. Ah bon? Ah,
mais fallait venir me voir. Ah, mais fallait venir. Moi, je me suis dit, elle m'avait dit. Alors, je vous raconte. Elle m'avait dit, je ferai un grand signe quand ça sera à la fin. Moi, j'ai rien fait. Je me suis dit, oh, bah, c'est cool, ça va bien. Je suis à votre disposition et je suis navrée d'avoir débordé un peu parce que je me suis laissée emporter, en fait, comme d'habitude. Merci beaucoup, Madame Brunel, pour cet excellent exposé. Je voulais demander votre avis sur les études qui ont été faites concernant l'impact des OGM, justement, de maïs, par vos collègues chercheurs. Oui, alors c'est une question importante. Vous savez qu'en France, nous ne voulons pas d'OGM, même si en réalité nous en importons beaucoup par le biais de l'alimentation animale. En fait, aujourd'hui, on n'est plus dans l'OGM, on est dans ce qu'on appelle les New Breeding Technologies, vous savez, les NBT. Et ce qu'on voit, c'est que la technique des ciseaux moléculaires permet de gagner du temps et de l'argent pour pouvoir sélectionner des variétés dans l'infinie diversité du vivant pour faire face, par exemple, au problème de la sécheresse, au problème de la salinité, etc. Donc, nous avons cette position de principe qui est un peu, pour moi, un peu surprenante dans la mesure où elle est un peu hypocrite. Je pense que, par exemple, les pays africains, les pays d'Asie, aujourd'hui, savent qu'ils n'ont plus le temps, qu'il va falloir trouver dans toute la génétique, la variété génétique, des réponses et que les New Breeding Technologies, et notamment le CRISPR-Cas9, vous savez qu'il y a eu le prix Nobel, eh bien c'est une méthode très rapide qui permettrait de gagner du temps et même, je dirais même en agriculture biologique, parce que cela permettrait de limiter, par exemple, considérablement l'utilisation des produits phytosanitaires qui, certes, restent nécessaires pour protéger les récoltes, mais dont aujourd'hui nous ne voulons plus entendre parler. Donc, je pense que c'est dommage de se priver de cette possibilité en France et dans le monde d'ailleurs. Bon. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez quelques nouveaux Mayas, ils sont là pour vous.